Le soleil s'était à peine levé sur l'une des rues les plus exclusives de Londres lorsque l'enquêteur Alexis Mastro prend position à 20 mètres d'un manoir valant des dizaines de millions de livres. Il traque un fantôme. Un homme qui contrôle l'un des sites les plus visités d'Internet, tout en ayant réussi à ne laisser presque aucune trace de son existence en ligne. Alors que Mark Zuckerberg témoigne devant le Congrès et qu'Elon Musk fait régulièrement les gros titres, le roi du contenu pour adultes sur Internet est resté complètement invisible. Si vous cherchiez son nom sur Google, vous ne trouveriez pratiquement rien. Lorsque les premières lueurs du jour touchent les fenêtres du manoir, Alexis remarque un mouvement à l'intérieur. Après des mois de recherche, il est sur le point de se retrouver face à l'une des figures les plus puissantes et secrètes d'Internet. Le roi du contenu pour adultes. Mais le trouver n'est qu'une partie de cette histoire complexe. Les vraies questions sont les suivantes. Pourquoi cet homme a-t-il fait autant d'efforts pour cacher son identité? Quelles activités, peu éthiques, voire malveillantes, lui ont permis de mener un style de vie aussi luxueux tout en restant dans l'ombre? Les réponses à ces questions révèlent une histoire d'exploitation, d'intrigue corporative et d'un affrontement qui finira par faire tomber tout un empire. En réalité, la traque de cet homme débute en décembre 2020. Lorsqu'un événement sans précédent se produit dans le monde du contenu adulte en ligne. Visa et Mastercard, deux des plus grands processeurs de paiement au monde, coupent soudainement leur lien avec l'un des sites les plus visités d'Internet. Derrière cette décision spectaculaire se cache une enquête du New York Times menée par le journaliste Nicholas Kristof, révélant comment cette plateforme était devenue envahie de vidéos d'agression et d'abus. L'enquête de Nicholas Kristof sur cette plateforme a révélé des contenus profondément choquants. Des vidéos montrant des femmes inconscientes agressées, des actes explicites filmés sans consentement, ainsi que des contenus impliquant clairement des victimes mineures. Plus tard, ce même mois, le Financial Times publie à son tour une révélation majeure. En enquêtant sur la société mère de la plateforme, MindGeek, les journalistes découvrent dans les notes de bas de page la trace d'un individu énigmatique. Cette personne semblait tirer les ficelles dans l'ombre, mais personne ne savait réellement qui elle était. Qui était donc ce maître des marionnettes à la tête de l'immense empire de contenu adulte de MindGeek? Selon le Financial Times, son nom serait Bernard Bergemar. Mais au-delà de cela, presque aucune information n'était disponible. C'était comme si l'homme derrière l'une des entreprises les plus puissantes d'Internet avait été volontairement effacé. En 2020, rechercher son nom sur Google donnait à peine un résultat. Un phénomène rare appelé Google Whack, où une requête ne renvoie qu'une seule page. Pour quelqu'un contrôlant une entreprise aussi influente, ce niveau d'invisibilité était quasiment inédit. Et pourtant, l'empire qu'il avait construit était colossal. Cette plateforme n'était pas un simple site. Elle générait environ 3,5 milliards de visites par mois, dépassant même des géants comme Amazon ou Netflix en termes de fréquentation. MindGeek ne gérait pas un seul site, mais un vaste réseau, incluant de nombreuses plateformes majeures du secteur, ainsi que plusieurs studios de production et contenus numériques. Chaque jour, l'entreprise recevait environ 15 téraoctets de vidéos, l'équivalent d'une énorme quantité de contenu à traiter. Comme on peut l'imaginer, la modération était largement insuffisante à cette échelle. Jusqu'à fin 2020, il suffisait d'une simple adresse email pour publier du contenu. Une petite équipe de modérateurs devait alors examiner des dizaines de milliers de vidéos par session, tentant d'identifier les contenus problématiques. Certains rapports ont comparé cette situation à une véritable roulette russe, tant les enjeux humains étaient importants. Lorsque ces scandales ont éclaté, MindGeek a été contraint de nettoyer sa plateforme, supprimant environ 10 millions de vidéos et plus de 30 millions d'images, ce que le Financial Times a qualifié de probablement la plus grande suppression de contenu de l'histoire d'Internet. Mais cela n'a pas suffi. L'entreprise savait qu'elle ne vérifiait ni correctement l'identité ni l'âge des utilisateurs. Certains témoignages dénonçaient même des pratiques qui permettaient de télécharger et de diffuser durablement des contenus traumatisants, amplifiant ainsi les dégâts pour les victimes. Alors que la société était exposée publiquement, l'homme qui se trouvait réellement derrière cet empire observait tout cela dans l'ombre. Pour lui, voir son nom apparaître dans de grands journaux n'était évidemment pas idéal. C'est ainsi que la traque de Bernard Bergemar est devenue une véritable obsession pour les journalistes du monde entier. Imagine-toi à sa place, rester constamment sur tes gardes, craindre d'être découvert, ou au contraire faire comme si de rien n'était et continuer ta vie normalement. Malgré la pression, le calme est revenu pendant un temps, jusqu'en février 2021, lorsque le comité d'éthique du Parlement canadien a ouvert une enquête sur de nouvelles accusations graves liées à la plateforme. Les dirigeants de l'entreprise ont été appelés à témoigner. Sous la pression,
l'un d'eux a fini par reconnaître l'existence du principal propriétaire, Bernard Bergemar. À partir de là, les recherches se sont intensifiées. Des journalistes ont découvert qu'il était né en Autriche en 1968 et qu'il avait étudié dans une grande école de commerce à Chicago. Une vieille photo floue retrouvée dans une publication d'anciens élèves est devenue un indice clé, mais son identification restait incertaine. Pendant ce temps, de nombreux témoignages accablaient la plateforme, évoquant des contenus abusifs et des situations extrêmement graves. Certains cas rapportés étaient particulièrement choquants, montrant à quel point le système de modération était défaillant et les conséquences humaines dramatiques. Malgré cela, l'entreprise continuait de générer des revenus considérables en diffusant massivement ses contenus à travers son réseau de sites. Puis, un nouvel indice a émergé. Lors d'une soirée prestigieuse à Hollywood, une photo prise par un acteur a capturé un homme dont le visage semblait familier. Ce détail anodin est devenu un élément clé dans l'enquête. En creusant davantage, les enquêteurs ont trouvé un profil lié à cet individu, puis ont remonté jusqu'à une femme, une mannequin brésilienne, qui s'est révélée être sa compagne. Contrairement à lui, elle affichait une vie luxueuse sur les réseaux sociaux, avec des photos de voyages, de vêtements de créateurs et de lieux exclusifs. Un détail a attiré l'attention des enquêteurs, la mention de l'ombre. Alors que certaines informations suggéraient qu'il vivait ailleurs, cela ne correspondait pas à la réalité de ses activités. Les réseaux sociaux ne donnant pas d'informations précises, les enquêteurs ont fini par trouver un blog personnel contenant les mêmes photos, mais avec des données cachées. Ces métadonnées ont permis d'identifier un lieu exact, une propriété située dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Londres. À ce moment-là, la traque avait franchi une étape décisive. Ils avaient désormais un nom et une adresse. Mais Bergemar n'a pas toujours été un fantôme. À l'origine, il n'était qu'un fils d'agriculteur venu d'Ansfelden, une petite ville autrichienne. À un peu plus de 30 ans, il avait déjà tracé un parcours étonnant, quittant la ferme familiale pour intégrer la prestigieuse école de commerce de l'Université de Chicago. Brillant et talentueux, il effectue même un passage entre une grande banque internationale comme Goldman Sachs et un cabinet de conseil réputé comme McKinsey. Un de ses camarades dira plus tard « Personne d'autre n'aurait pu faire ça ». Pourtant, beaucoup se demandaient encore comment il avait réussi à bâtir un empire aussi discret. Au début des années 2000, Internet transformait tout, y compris l'industrie du contenu adulte. À l'époque, les sites étaient désorganisés, composés surtout d'images, avec des téléchargements de mauvaise qualité, souvent remplis de virus. Puis, YouTube arrive, rendant l'hébergement de vidéos beaucoup plus simple. L'industrie entre alors dans une nouvelle ère, une véritable ruée vers l'or numérique dont Bergemar allait devenir un acteur clé. Mais il n'était pas seul. Pour comprendre son ascension, il faut remonter au début de cette révolution. C'est là qu'entre en scène Fabian Thielmann, un programmeur allemand souvent comparé à Mark Zuckerberg. Dès son adolescence, il développe des logiciels capables de suivre le comportement des utilisateurs en ligne. Avec les profits générés, il commence à racheter des sites de contenu adulte. En 2010, sa société Manwin réalise un coup majeur en acquérant un groupe basé à Montréal pour 140 millions de dollars. Les anciens propriétaires, sous pression et entourés de controverses, quittent le secteur. Fabian en profite pour consolider son empire en rachetant de nombreuses entreprises du secteur. Contrairement aux acteurs précédents, il cherche à légitimer son activité. Obtention de licences officielles, accords avec des acteurs traditionnels et même relations politiques. Mais cette expansion nécessite des financements importants. En 2011, il emprunte environ 362 millions de dollars auprès d'investisseurs privés, attirés par des rendements élevés. Pendant ce temps, en Europe, un autre acteur émerge, RedTube, créé en 2006 en Autriche. Le site connaît une croissance fulgurante, générant des revenus importants avec très peu de moyens. Lorsque l'un des fondateurs se retire, un investisseur autrichien entre en scène, Bernard Bergemar. RedTube sera ensuite vendu à Manwin, qui devient alors un géant incontesté du secteur. Mais en 2012, Fabian est poursuivi pour fraude fiscale
est contraint de céder l'entreprise à 2 dirigeants, qui la rebaptisent MindGeek. Sous leur direction, l'entreprise se renforce encore, utilisant les données des utilisateurs pour affiner sa stratégie de contenu, parfois de manière plus avancée que certaines grandes plateformes numériques. C'est à ce moment que le rôle de Bergemar apparaît réellement. Grâce à une série complexe de montages financiers, il obtient une participation majoritaire dans plusieurs entités liées à MindGeek, tout en restant dans l'ombre. L'entreprise se développe à l'international, utilisant des structures financières réparties dans différents pays, rendant le suivi des flux d'argent extrêmement difficile. Ce système permettait à certains investisseurs de rester anonymes tout en profitant largement des revenus générés. En réalité, les dirigeants visibles n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Derrière eux se cachaient des investisseurs puissants, souvent invisibles, refusant toute association publique avec ce secteur. C'est dans ce contexte que la traque atteint son point culminant, au lever du jour dans une rue calme de Londres. Alexis Mastros n'attendait pas seulement de confronter un milliardaire reclus. Il espérait aussi apporter une forme de responsabilité à une industrie qui a trop longtemps opéré dans l'ombre. Il y a une certaine ironie dans tout cela. Derrière les murs de ce manoir vivait un homme dont l'entreprise aurait généré près de 460 millions de dollars de revenus en 2018. Une richesse que certains accusent d'avoir été construite en fermant les yeux sur la souffrance des victimes. Puis, à 8h30 du matin, un mouvement apparaît derrière les rideaux. Bergemar finit par sortir, vêtu simplement, loin de l'image que l'on pourrait se faire d'un magnat de cette industrie. Pour quelqu'un resté invisible si longtemps, cet instant allait briser des années d'anonymat en quelques secondes. « Monsieur Bergemar !» lance Mastros. L'homme s'arrête net. Son visage trahit la surprise. Il vient de comprendre que son anonymat est terminé. Le journaliste tente alors de lui poser des questions sur les accusations visant l'entreprise, sur les vies qui auraient été affectées par les contenus diffusés. Mais Bergemar ne répond pas. Fidèle à sa réputation, il garde le silence. Son visage se ferme, marqué par l'agacement, puis il se détourne et disparaît à l'intérieur, laissant les questions sans réponse. Ce sera pratiquement la seule fois où il apparaîtra publiquement. Ce qui devait être une matinée ordinaire ne l'était plus. Derrière cette porte refermée, il devait désormais faire face aux conséquences, pour lui, sa famille et sa réputation. Selon certaines sources, il continuait pourtant à mener une vie discrète, retournant régulièrement en Autriche pour s'occuper de ses terres agricoles, comme dans sa jeunesse. Il possédait de vastes propriétés, des terres et plusieurs habitations. Même si la confrontation a été brève, son impact a été immense. Dans les mois qui ont suivi, les procédures judiciaires se sont multipliées et son nom a commencé à apparaître dans plusieurs affaires. Sa compagne a même déclaré dans la presse qu'elle souhaitait qu'il prenne ses distances avec cette activité, affirmant ne pas être au courant de la gravité des accusations. Cela a renforcé l'idée qu'il avait toujours maintenu une séparation stricte entre sa vie personnelle et ses affaires. Dans le même temps, la pression publique s'intensifiait. De nouvelles enquêtes médiatiques ont mis en lumière des accusations graves liées à la plateforme, conduisant à des démissions au sein de l'entreprise en 2023, puis à sa vente et à un changement de nom. Aujourd'hui, malgré les tentatives de repositionnement de l'entreprise, les conséquences restent bien réelles pour de nombreuses personnes concernées. Plusieurs actions en justice ont été engagées, certaines impliquant des institutions financières accusées d'avoir soutenu indirectement ces activités. Des avocats ont lancé des procédures importantes, parfois en s'appuyant sur des lois utilisées habituellement contre le crime organisé, ce qui montre l'ampleur des enjeux. Pendant ce temps, l'entreprise tente de se réinventer sous une nouvelle direction. Mais pour beaucoup, cela ne change rien au fait passé. L'histoire de cet homme n'est peut-être que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste. Derrière lui, d'autres acteurs, souvent invisibles, auraient profité de ce système. Et cette affaire pourrait n'être que le début d'une remise en question beaucoup plus large, touchant les plus hautes sphères du pouvoir.